Allez, 75 participants, le reste va arriver, donc on va commencer. De toute façon, un replay sera disponible. Donc, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Pétaignan. Je suis chargé de projet Europe et projets transversaux à la RBE. Donc, bienvenue au webinaire 1 heure pour comprendre et agir sur le thème santé et biodiversité, quel lien? Je remercie déjà aux intervenants qui ont bien voulu faire une présentation aujourd'hui. On l'évoquera tout à l'heure. Donc, je vais commencer la présentation. Donc déjà, la présentation de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. C'est une agence publique qui existe depuis plus de 40 ans, puisqu'elle a été créée en 1979. Sa mission principale, c'est la mobilisation et l'accompagnement des acteurs du territoire, principalement des acteurs du territoire régional, mais au-delà aussi, dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Vous voyez les membres pléniers de l'ARB et les membres associés. Ces 4 champs d'intervention, c'est accompagner les collectivités dans leur démarche par rapport aux thématiques précitées, informer et former les acteurs régionaux, améliorer et valoriser les connaissances par l'intermédiaire notamment des observatoires régionaux, l'Observatoire de la biodiversité et l'Observatoire de l'eau et des milieux aquatiques qui sont pilotés par la RBE, aussi l'Observatoire de l'éducation et du développement durable. Et enfin, 4e champ d'intervention, c'est animer des réseaux de gestionnaires et principalement le réseau des gestionnaires d'espaces naturels que pilote, anime Gunel Fidenti, qui est à côté de moi. Bonjour, enchantée. Donc, Gunel Finantier, donc oui, en effet, j'anime le réseau régional des gestionnaires d'aires protégées donc, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui regroupe tous les grands espaces naturels protégés de la région, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves. Et donc, un réseau qui est animé par l'agence et copiloté par la DREL et la région. Bon, merci. Merci Gunel d'être là et qui nous permettra ensuite d'animer un peu les sessions questions-réponses. Et le deuxième réseau auquel je faisais référence, c'est le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques, piloté aussi par la RBE. Bon, quelques chiffres, vraiment en bref. En 2022, le nombre de collectivités accompagnées, le nombre de collectivités ou autres labellisées, le nombre d'événements organisés, etc. Donc, la diapo suivante. Alors, pourquoi les webinaires 1 heure Agir et comprendre? En fait, c'est un webinaire qui a un format un peu différent des formats webinaires qu'on organise d'habitude, qui sont organisés généralement. Donc, c'est un mardi par mois, en principe, de 13h à 14h. Donc, un format très court pour informer, sensibiliser et inciter les acteurs régionaux à passer à l'action en montrant des outils de financement, des dispositifs, des appels à projets, etc. Donc là, vous avez le programme des webinaires qui se sont déroulés au premier semestre 2023, cycle 1. Le prochain, donc aujourd'hui, 23 mai, bien évidemment, biodiversité et santé, quel lien? C'était le 6e. Et le 7e, à noter dans vos agendas, il sera consacré à l'indice Région Vivante avec une présentation de la mise à jour de cet indice Région Vivante qui a pour but de montrer l'évolution de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, pour connaître l'ensemble des événements organisés par la RBE, mais aussi les actualités, n'hésitez pas à consulter le site internet de la RBE, arb-regionsud.org, et vous abonner à la newsletter, lettre d'information qui s'appelle Sud Biodiversité, qui paraît une fois par mois. Donc, pourquoi aujourd'hui ce webinaire sur le thème de santé et biodiversité? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le 6e du cycle 1. À noter que prochainement et
rendez-vous sur le site de la RPE. On mettra sur le site le déroulé des webinaires et les intitulés des webinaires du cycle 2, c'est-à-dire du second semestre 2023. Donc, pourquoi santé et biodiversité? En fait, il y a une complexité, on le verra avec nos intervenants, des relations entre ces deux thématiques, on va dire, santé et biodiversité. Il y a un coup de projecteur, même si il y a l'existence de ces problématiques depuis longtemps. Il y a un coup de projecteur qui a été donné à ces liens suite à la crise sanitaire, mais aussi avec les impacts de plus en plus importants de la crise climatique. Donc, le but, c'était de donner des informations, donc comprendre et agir et passer à l'action aussi. Donc, clarifier un peu ces liens via ce webinaire aujourd'hui et montrer aussi qu'il est possible d'améliorer la santé et le bien-être des citoyens en préservant la biodiversité et les services rendus par celle-ci. Donc, comme je disais tout à l'heure, 3 interventions aujourd'hui. Je remercie les intervenants de prendre la peine d'intervenir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ça sera Claire Lajonie, chercheuse à l'INSERM et rattachée au laboratoire Population, Environnement, Développement à l'Université d'Aix-Marseille, qui interviendra sur une présentation qui s'intitule « Protéger la biodiversité pour améliorer la santé et le bien-être » et il y a un focus qui sera fait sur l'approche One Health. Ensuite, il y aura Thomas Margueron, le responsable du département santé et environnement de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui interviendra sur biodiversité et santé, de la réduction des risques à une approche fondée sur les bénéfices. Et enfin, Alice Cucchiaro, chargée de projet sur le projet RECETAS pour la VITEM, l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables. Donc, l'intitulé de son intervention, ça sera « Repenser la nature en ville pour améliorer la santé et le bien-être ». Donc, dernière chose, bien évidemment, vous pourrez poser et vous pouvez poser vos questions pendant les interventions via l'onglet questions-réponses sur Zoom, Q&R, que vous avez en bas de votre écran. On pourra y répondre durant les interventions, à la fin des interventions et à la toute fin du webinaire. Bien évidemment, le replay sera disponible, le webinaire sera enregistré, le replay sera disponible sur le site internet de la RBE dans une semaine, 10 jours. Et les questions-réponses également seront traitées et les présentations mises à disposition. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter mon partage d'écran et on va passer à la première présentation de Claire Lajonie. Merci pour votre présentation et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation de la RBE. J'espère que vous m'entendez bien. Je partage ma présentation. Je ne sais pas si elle en est au début. Voilà, pardon. Pardonnez-moi pour cet instant. Alors moi, je suis chercheuse, mais à l'INSERM, on ne s'y attend pas. Je suis chercheuse en droit de l'environnement. Donc, mon angle d'attaque sera davantage protéger la biodiversité, protéger l'environnement et montrer aussi l'intérêt de l'approche One Health pour cette protection. Alors, je vais faire un petit peu d'historique, mais d'historique rapide. Les questions de One Health ont été portées au départ par un constat qui est de réfléchir à quels secteurs sont impliqués dans la circulation des maladies entre humains, animaux d'élevage et faune sauvage. Et on peut remonter, alors celui-là on ne le cite pas traditionnellement, c'est pour ça que j'y fais référence à un symposium qui avait été organisé entre des vétérinaires de médecine vétérinaire tropicale et une association qui s'occupe de maladies de la faune sauvage, mais une association plutôt de conservation, avec le constat que les scientifiques qui travaillent dans le secteur de la santé animale, élevage d'un côté et faune sauvage de l'autre, communiquaient peu à cette époque, donc on est en 2001 là, et qu'il serait intéressant de travailler ensemble et de faire reconnaître ce secteur comme un secteur commun, celui de la santé animale,
pour avoir des financements et des projets qui soient qui reconnaissent ces deux secteurs ensemble et pour pouvoir communiquer davantage sur cette circulation. Ce problème, il a été évoqué auparavant et je vais mentionner ce qui s'est passé en 99 au zoo du Bronx à New York, parce que c'était assez emblématique des questions et de la dichotomie entre ces secteurs. Une maladie a touché des animaux du zoo du Bronx à New York, notamment des oiseaux. La responsable du zoo a alerté les services de santé humaine parce qu'elle avait entendu parler de cas de maladies humaines, notamment chez les personnes âgées qui n'étaient pas diagnostiquées. Elle faisait le lien avec ce qui se passait dans son zoo. Les services de santé humaine n'ont pas réellement pris au sérieux, donc elle s'est adressée aux services nationaux de santé vétérinaire, et c'est finalement les Center for Disease Control, donc de l'armée américaine qui s'occupe de médecine tropicale, qui ont pris au sérieux ces questions et qui se sont penchés davantage sur ces liens qu'il pouvait y avoir entre cette faune sauvage et la maladie qui touchait les humains et qui a été identifiée ensuite comme étant la fièvre du Nil occidental. Donc, et j'essaie de faire passer mon transparent à la diapo suivante, ça a donné lieu ensuite ces discussions entre différentes tenants de la conservation de la faune sauvage, personnes qui travaillaient sur la santé des animaux d'élevage et sur la santé humaine, à un symposium donc, sur la circulation des maladies entre humains, animaux d'élevage et faune sauvage, et qui a donné lieu à l'initiative des gens du zoo du Bronx à un symposium qui a associé notamment, je les cite parce que c'est intéressant, des représentants de l'OMS, de la FAO, de ces Center for Disease Control dont j'ai parlé, américains, mais aussi à la Commission de droit de l'environnement de l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc, on voit que le droit déjà est pris en compte comme un acteur important sur ces questions d'OMS. Et ce qui a été soulevé, c'était la nécessité d'une approche holistique et prospective qui intègre des relations complexes entre espèces. Et ça a donné lieu, donc, cette nécessité à des principes qui ont été édictés dans le droit fil de cette volonté d'approche holistique et de considérer tout à la fois santé humaine, santé animale, santé de l'environnement, en considérant différents secteurs comme l'intensification de la production de bétail, la gestion des ressources, les changements d'habitat, l'urbanisation, toutes ces questions qui peuvent être abordées que en interaction avec ces différents à la fois secteurs de prise de décision politique et disciplines de recherche. J'ai essayé de passer à la diapo suivante, pardonnez-moi. Voilà. Donc, au niveau international, qu'est-ce qui se passe? En 2020 est décidée la création, qui a eu lieu finalement en 2021, d'un conseil d'experts de haut niveau Une Seule Santé, qui associe la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMS et le Programme des Nations unies pour l'environnement, qui a rejoint la tripartite FAO, OMSA, OMS, et la nomination, avec la nomination de 26 experts indépendants qui sont sélectionnés par ces 4 organisations internationales et qui ont, et ça c'est intéressant, pour vocation de regrouper, diffuser et donner plus de visibilité à des informations scientifiques fiables sur les liens entre santé humaine, animale et environnementale, afin d'aider les responsables publics à prendre des décisions utiles pour répondre aux futures crises sanitaires et afin d'éclairer les citoyens. Alors, ce groupe d'experts qui s'appelle, l'acronyme est OLEP, a donné une définition de ce qu'est le One Health, qui est traduit donc par Une Seule Santé. Et l'idée, c'est, je vais lire quelques parties de la définition, mais c'est une définition donc, au niveau international qui est reprise du coup depuis par différentes parties prenantes à différents niveaux de décision. Le principe Une Seule Santé consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Donc, en fait, ça reconnaît le lien étroit et interdépendant entre ces 3 santés. Et ce OLEP a
adopter un plan d'action conjoint de ces organisations internationales pour la période 2022-2026, en édictant en fait un certain nombre d'actions. C'est ça qui est intéressant. Alors, je ne peux pas reprendre toutes les actions, ça serait trop long, mais ce qu'on peut voir, c'est que comme voie du changement a été identifiée et en interaction, 3 voies. Et la première était quand même, et c'est intéressant, politique publique, et réglementation, législation, si vous voulez, plaidoyer et finance. Bon, finance, là, on comprend bien le nerf de la guerre. Ensuite, le développement organisationnel, la mise en œuvre, l'intégration sectorielle qui est nécessaire, et ça on le voit dans les discussions entre le secteur de la santé et la protection de la biodiversité, et les données, les preuves et le partage des connaissances. Donc, ces 3 piliers, en fait, donnent lieu à la définition d'action dans ce plan d'action. Et ce que je voulais montrer par ce fil rouge, c'est que pour moi, ce qui fait le lien entre biodiversité agricole, protection des habitats, législation sur la faune sauvage, sur les forêts, c'est le droit de l'environnement. Donc, en fait, le droit de l'environnement est très bien placé pour répondre à des questions, ou devrait l'être en tout cas, pour répondre à des questions qui sont complexes comme celle-ci. Alors, ça pose des questions, non pas de droit à proprement parler, mais bien de gouvernance, c'est-à-dire droit et politique publique à différentes échelles de prise de décision. Et là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de faire ce lien entre le niveau international, le niveau des accords internationaux environnementaux ou du règlement sanitaire international, les objectifs de développement, les stratégies internationales comme une stratégie de biodiversité, ou les décisions des conférences des parties qui mettent en œuvre et en action les accords internationaux environnementaux comme la Convention sur le changement climatique ou la Convention sur la biodiversité. Le niveau régional, ici il s'agit de régions du monde, c'est-à-dire l'exemple ici c'est l'Europe, donc avec le pacte vert, ou la stratégie biodiversité pour 2030. Donc, au niveau régional, ce qu'on va considérer, c'est plutôt les initiatives, la législation, les centres de recherche ou encore les plateformes de partage de connaissances. Au niveau national, la législation et la réglementation, mais aussi les politiques qui ont une action sur l'environnement, que ce soit les politiques agricoles, les politiques de gestion de l'eau, les stratégies nationales et les plans. Donc là encore, on peut faire référence à la stratégie nationale biodiversité ou au plan national santé et environnement. Et pour l'échelon qui nous occupe aujourd'hui, mais on peut aller encore, comme vous le savez, on peut décliner au niveau d'une commune, par exemple. Ici, pour la région, on peut faire référence à la stratégie régionale biodiversité ou au plan régional santé-environnement. Évidemment à l'existence de la RBE, mais ce qui est intéressant au niveau plus local, c'est-à-dire celui d'une région ou même les échelons encore plus petits, c'est de confronter les textes juridiques avec ce qu'on va trouver sur le terrain et de faire une analyse interdisciplinaire des données pour voir ce qu'on peut trouver. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui se passe, ce qu'on peut faire en Thaïlande. Là, nous, avec des collègues chercheurs, c'est d'aller de la formulation d'un problème sur le terrain, sur un territoire, à la réalisation d'un projet qui soit collaboratif avec les communautés. Alors, sans tout divulguer, mais là, l'idée, c'était d'identifier les questions que se posaient les populations locales avec la mise en œuvre d'un protocole, d'abord la définition puis la mise en œuvre d'un protocole de recherche, en faisant participer les communautés, notamment par des entretiens, de la cartographie participative pour dire là, ici, quels étaient les problèmes de santé qui étaient identifiés par les populations et voir comment on pouvait y remédier, quelles étaient leurs connaissances et quelles étaient les connaissances scientifiques. Alors, et pour cela, il faut identifier aussi quels sont les acteurs qui sont impliqués. Donc là, c'est l'exemple de la Thaïlande, mais
on a le niveau du sous-district avec l'assemblée du sous-district. Le sous-district, c'est un peu l'équivalent d'une commune, si vous voulez. On a les services des provinces qui sont impliqués, le service forestier, l'agriculture, le service d'élevage ou de santé publique. Mais ce qu'on a identifié et qui faisait le lien entre tous ces différents services, c'était non seulement l'hôpital du district, donc de l'échelon un peu au-dessus, mais aussi les unités de soins primaires qui faisaient vraiment le lien entre ces différents services et également les volontaires, que ce soit les volontaires de santé, d'agriculture ou d'élevage. Et ça, c'est une notion très particulière à la Thaïlande, mais qui mériterait peut-être d'être étudiée chez nous. Et enfin, pour remonter au niveau national, mais plutôt pour relancer le débat ensuite, en 2021, dans les perspectives mondiales de la santé biologique, a été édicté le principe qu'il fallait passer de la transition à l'action au travers de l'approche One Health, c'est qui intègre la biodiversité. Et pour ça, promouvoir les liens, en fait, avoir une approche intégrée, donc l'approche One Health qui était promue là. Et je donnerai l'exemple de l'intérêt d'associer la recherche en lien avec les politiques publiques pour informer les politiques publiques, avec cet exemple de requête du réseau Eclipse à la demande de différentes directions de la Commission européenne, la direction environnement et recherche et innovation, par exemple, ou justement ce groupe OLEP, pour dire quels sont les manques en matière de connaissances et quelles seraient les actions prioritaires de recherche qui permettraient d'élaborer de futures décisions politiques. Donc là, c'était pour présenter le cadre général du One Health et pour lancer le débat. Et pardonnez-moi, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, merci pour cette présentation claire, qui était très claire pour moi, du moins, et l'intérêt aussi, ce que je retiens de vraiment impliquer toutes les parties prenantes et l'intérêt aussi de travailler au multi-échelle par rapport à cette problématique-là, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, assez complexe. Donc maintenant, la parole, alors il y a une question, je ne sais pas si on peut la traiter, Gunel, déjà présent. Oui, il y a juste une question en fait, de Laurence Pichou qui demande si les films pédagogiques, alors je ne sais pas si c'est Marie Robin sur ce thème sont disponibles déjà ou encore en production. Donc je ne sais pas si vous avez la réponse, Alice. Je pense qu'il est fait référence à Marie-Monique Robin, qui a réalisé La Fabrique des pandémies, mais bon, si quelqu'un a la réponse, peut-être qu'on traitera cette question plus tard. Donc, c'était la seule question pour l'instant. On va passer maintenant à la présentation de Thomas Margueron de la Agence régionale de santé Provence-Alpes d'Azur. Voilà, la parole est à vous, Thomas. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà, je vais rapidement arriver donc à cette. Est-ce que le changement de slide s'est opéré? Oui. Oui. Voilà. Alors, voilà, avant toute chose, parce que je ne sais pas exactement tout le monde qui nous. Voilà, les participants, moi j'ai un postulat, toujours j'essaie de le rappeler parce que ça détermine et ça conditionne beaucoup de choses qui vont être dites après. C'est-à-dire qu'en matière de bonne santé, voilà, les soins médicaux, c'est 10% qui expliquent la bonne santé d'une population, le patrimoine génétique, 20%. Et puis après, ce qui va nous intéresser, c'est les 70% qui sont dus d'une part au mode de vie et aux facteurs socio-économiques, mais aussi à l'environnement. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, tout ne se résume pas aux soins. Et je vais, par la présentation qui suit, essayer de le justifier et de vous montrer un peu les outils qu'on a dans le service de santé environnement de l'ARS. Voilà, donc rapidement, vous dire que vous avez vu passer, pour ceux qui étaient associés, le PNSE 3, donc qui avait déjà mis un pied dans la porte du One Health. Mais je dis bien un pied parce que finalement, ça ne s'est pas
voilà, ça ne s'est pas vraiment vu sur le terrain et dans nos organisations, puisque en plus, c'était assez focalisé sur les vecteurs de maladies transmissibles. Donc, on pense aux moustiques et aux tiques, mais finalement, c'était pas large. Là, pour ceux qui ont pris connaissance du PNSE4, Plan national santé environnement, vous verrez que là, l'approche One Health, elle est vraiment inscrite, elle est décrite et on nous engage dans le PRSE4, dans le Plan régional santé environnement 4, à vraiment s'inscrire dans ce concept, hein, notamment sur une meilleure connaissance des expositions et des effets de l'environnement sur la santé et sur la surveillance de la santé de la faune terrestre et prévenir les zoonotes. Vous dire à l'heure actuelle qu'on a commencé le PRSE4, s'inspire évidemment du PNSE4, du plan national, mais on a quand même une marge de manœuvre assez forte. Et ce PRSE4, qui fait suite au PRSE3, on a déjà commencé à travailler avec les 2 autres pilotes, que sont le conseil régional et que sont la DREAL. Et on a déjà identifié, avant le démarrage des ateliers, sur lesquels je reviendrai, on a déjà commencé à identifier une orientation numéro 3, qui est donc d'engager tous les professionnels de santé humaine, animale et des écosystèmes à s'inscrire dans le cadre One Health, en préservant la biodiversité tout en maximisant les bénéfices pour la santé. Donc, ça va passer par un décloisonnement des politiques publiques, hein, donc il faudra qu'on s'organise sous forme de réseau pour que justement on fasse des passerelles entre les deux, qu'on associe beaucoup les collectivités, hein, qui sont, vous le verrez, dans notre PRSE4, elles ont une place très importante, hein. Dans le PNSE4 et LDT, on nous demandait vraiment de les associer. Elles ont dans les mains les collectivités, et vous, en tout cas, qui nous entendez, un nombre de leviers très importants pour créer des environnements favorables à la santé. Donc, on a une orientation numéro 4 qui rejoint un petit peu l'orientation numéro 3, en tout cas sur lequel on va s'appuyer pour mettre en place le One Health. On va bien sûr viser l'appropriation et l'acculturation des acteurs à ces enjeux relatifs de santé et préservation de la biodiversité par de la sensibilisation, de la formation, du dialogue et de l'accompagnement. Le rôle des structures ressources, dont l'arbre fait partie, est évidemment importante. Je cite aussi le GREN, je cite aussi le CRES et l'ORS, hein, qui sont aussi des centres ressources qui sont sur la santé et qui pourront contribuer utilement à l'animation de ce réseau. J'en profite du coup pour vous dire qu'il y a un groupe de travail qui va démarrer, hein, le lancement du PRSE4, c'est pour le 12 juin, dans l'hémicycle du Conseil régional. On est en train de le préparer. Et il faut savoir qu'il y a un groupe de travail sur cette orientation 3 du One Health qui va démarrer et qui est copiloté donc par l'ARS, la DREAL, la DRAF, la région, SPF, l'OFB, l'ORS et l'ARM. Très rapidement, je vais aller vite parce que ce n'est pas tellement le but de l'exposé. Rappeler quand même que pendant longtemps, et finalement, les risques sanitaires liés à la biodiversité ont été identifiés, ont constitué une menace. Alors, là, j'ai pris quelques exemples locaux pour vous montrer quand même que ces choses-là existent encore, que la biodiversité, que l'interaction entre la santé animale, les parcs peuvent éventuellement avoir des effets sur la santé si on ne prend pas un certain nombre de précautions. Alors là, j'ai pris assez facilement la cryptosporidiose, un événement de 2019, hein, dans le bassin hydrique de Grasse, qui a quand même touché plus de 1000 personnes, hein, qui ont présenté des diarrhées et des douleurs abdominales sur 2 mois, qui en fait sont survenus après des épisodes pluvieux importants, du ruissellement des eaux sur des sols contaminés, et avec des pics de turbidité et des contaminations des captages des sources avec traitement par chloration inefficace. Il faut savoir que ces cryptosporidiums, c'est des oocytes, ils sont encapsulés et que ce sont des parasites qui résistent à un certain niveau de chloration qui habituellement est utilisé dans les stations de potabilisation. Donc, on comprend pourquoi derrière, on a eu pendant des semaines des gens qui ont présenté ces types de symptômes. Alors, il y a eu des investigations environnementales, notamment dans les troupeaux de caprins et d'ovins qui pâturaient de manière extensive en amont. Il n'y a pas eu de signalement de bêtes malades par les éleveurs et les vétérinaires, mais tout ça s'est fait un petit peu a posteriori. Comme je dis, il y a une étude a posteriori sur le portage des animaux d'élevage qui est encore, qui n'a pas forcément donné des résultats probants. Et on a des solutions comme la protection réglementaire des captages, hein. Il faut aussi sensibiliser les collectivités à aller jusqu'au bout de la protection des captages, parce que c'est ça le plus important. Si un captage est bien protégé, le périmètre de protection respecté, on s'affranchit d'un certain nombre de contaminations dues à ces eaux parasites de ruissellement. On veut aussi sensibiliser les éleveurs, les vétérinaires, hein, qui sont proches des captages, et développer les recherches par des méthodes de détection environnementale. On a aussi peut-être intérêt à trouver des moyens analytiques pour identifier avant que l'événement, avant que les risques sanitaires
apparaissent. Rapidement, je vous parle d'un risque allergène que vous connaissez aussi la plupart, l'ambroisie, qui a une prévalence assez forte. On estime quand même qu'il y a quasiment 4 millions de personnes qui sont susceptibles d'être exposées à un risque allergique supérieur à 3. Donc, c'est quand même très invalidant et très affectant sur la santé. Il y a des volets réglementaires qui existent, des arrêtés préfectoraux de lutte qui commencent à être mis en œuvre dans le territoire. Mais il y a aussi des luttes de terrain, de la technique préventive, des techniques curatives, l'information, la communication. Tout ça, on doit le porter aussi collectivement et améliorer les connaissances, encore une fois. Et puis, plus largement, ça dépasse l'ambroisie, mais je le dis parce qu'il y a un projet de Pollinarium Sentinelle. Il y a 3 projets même qui sont soutenus par la PSF et qui montrent bien la convergence finalement de la prise en compte des enjeux liés au pollen allergisant dans les 2 politiques publiques, l'une en faveur de la biodiversité et l'autre dans la santé et l'environnement. Vous voyez, là, on est vraiment avec des projets comme ça sur une convergence de la surveillance pour une meilleure santé humaine. Et puis, dernier épisode qui s'est passé en 2010 sur les côtes méditerranéennes dans la région, mais qui a pris une ampleur un peu plus importante sur la côte atlantique en 2021, avec des microalgues toxiques, Otreopsis, qui sont finalement, qui exposent les personnes par voie d'inhalation d'embrun. Il n'est pas nécessaire d'aller dans l'eau pour être finalement contaminé. On peut rester sur le bord de plage et se trouver donc intoxiqué. Et voilà un exemple finalement avec quasiment 700 personnes qui ont appelé le centre antipoison, 150 prises en charge médicale, 200 cas de gravité moyenne. Là encore, on est sur un effet, un effet toxique d'éléments. Alors évidemment, ces écosystèmes, ils ont été perturbés. Et je voulais dire que je vais aller assez vite, mais vous voyez la collaboration qui a été mise en œuvre. Il y avait l'IFREMER, la DDPP, la DTM, la DRETS, les collectivités, bien sûr, les prestataires, Rivage Protect, les associations locales de protection de l'environnement et de sport nautique. Tout ça, on a mis tout ce monde autour de la table de manière à faire des messages qui touchent les personnes et à aussi mettre en place un système de surveillance, d'une part épidémiologique, mais aussi avec des alertes environnementales. Et du coup, je pense que si on avait eu des alertes sur la dégradation de l'écosystème, parce que c'est finalement l'écosystème marin qui a commencé à avoir de la mortalité la plus importante, on aurait pu éviter ce qui s'est passé après, parce qu'on aurait informé et on aurait été moins en difficulté sur cette crise sanitaire de 2021 sur la côte basque. Le dérèglement climatique, très rapidement, avec des effets que tout le monde connaît, c'était probablement l'objet du dernier webinaire que vous avez fait, mais je le rappelle quand même que sur les maladies à vecteurs, on est quand même très inquiet sur ces changements climatiques, notamment sur les maladies transmissibles, dengue, Lyme, West Nile, vous avez parlé, Claire, et puis les maladies infectieuses telles que la leptospirose, qui est souvent générée par l'urine des mammifères, et lorsqu'on se baigne dans des eaux qui sont souillées, la température des océans qui monte avec la prolifération de certaines bactéries ou certaines cyanomicroalgues, la fonte du permafrost avec la libération de virus et de bactéries qui ne circulent plus depuis le dernier glaciaire, et puis ces microalgues, avec la décomposition aussi dans certaines régions qui produit des gaz toxiques, l'acidification des océans pour la filière pêche, et puis l'extension des végétaux allergisants, j'en ai parlé, qui augmente la prévalence des allergies et des pollens. Alors, pour ça, je voulais rapidement vous montrer un petit exemple d'une approche qui est fondée sur les bénéfices. Je vous ai montré les risques, on les surveille, il faut être attentif aux signaux faibles, mais on a aussi des outils qu'on propose, notamment qui tournent autour de l'urbanisme favorable à la santé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez vous renseigner par ailleurs. De toute façon, il y a tout un tas de littérature qui existe maintenant sur ces sujets. Et parmi les outils qu'on utilise dans l'urbanisme favorable à la santé, je voulais parler des évaluations d'impact sur la santé, notamment un exemple en Pyrénées-Atlantiques, encore une fois, en faveur du patrimoine naturel. Il faut savoir qu'une communauté de communes qui souhaitait élaborer finalement, on peut considérer trame vert, trame bleu, pour faire simple, mais notamment d'intégrer un coefficient potentiel de biodiversité par surface, la plantation de haies et protection, restauration et création de zones humides qui s'est engagé dans cette démarche d'évaluation d'impact en santé. Donc, ils avaient signé un contrat local de santé dans lequel il y avait un certain nombre d'actions que la collectivité et l'ARS avaient identifiées, donc des actions d'urbanisme à la santé et le recours à la méthodologie d'évaluation d'impact santé. Puis la démarche était éligible au financement du PRSE 3 de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, le but, c'était d'identifier collectivement les bénéfices et les préjudices en santé des actions en faveur du patrimoine naturel que je viens de citer, puis de proposer dans une démarche participative. Encore une fois, on inclut, un petit peu comme en Thaïlande, on travaille avec les personnes qui vivent, on ne se base pas simplement sur les avis d'experts, et mettre en place finalement des mesures, en tout cas proposer à la collectivité, à l'exécutif, des recommandations
qui permettait finalement de maximiser les bénéfices pour la santé et de les minimiser. Donc, c'était une première finalement qu'une évaluation d'impact en santé s'intéresse comme ça aux bénéfices et aux préjudices du patrimoine naturel. Alors là, je vais citer, mais je ne vais pas, voilà, un peu tous les, si vous voulez, tous les déterminants de santé, tout ce qui a été évalué dans les 3 aménagements que je vous ai cités. Donc, on va améliorer la qualité de l'air par des arbres, améliorer la qualité des eaux de surface, réduire les nuisances sonores, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont faites, donc je ne vais pas en faire la liste, mais il y a aussi l'attractivité du territoire en dernière ligne. Vous voyez, ce n'est pas forcément de la santé telle qu'on la perçoit d'habitude, mais ça fait partie aussi des déterminants de santé que le territoire soit attractif, qu'il y ait des gens qui y viennent, qui ont envie de s'installer. Et puis, finalement, là, vous aurez le résultat de ce qui a été fait. Finalement, ça a permis de produire des cartes avec des linéaires qui sont finalement, pour la plantation d'haies, qui sont priorisés, finalement, ceux qui permettent le plus de bénéfices pour la santé. Et puis, ça a généré une grande dynamique, y compris parmi les agriculteurs. On a commencé à replanter des haies. Alors, j'ai envie de dire, ce n'est pas l'EIS qui a tout fait, mais si vous voulez, les arguments santé ont été très importants, et finalement, pour convaincre les personnes et les habitants qu'il fallait finalement replanter des haies. Donc, ça a contribué. Et puis, des cartes sur les zones humides. Les zones humides, c'est difficile de restaurer des zones humides quand il y a des lotissements qui sont construits, parce qu'on peut avoir par capillarité des problèmes d'habitat et d'humidité. Donc, il y a aussi, voilà, tout n'est pas forcément à prendre et tout. Enfin, en tout cas, il faut tout évaluer. Il faut avoir une démarche holistique lorsqu'on a un projet et pas simplement, travailler de manière compartimentée. Et puis, l'intégration du coefficient de biodiversité. Bon, finalement, c'était une valeur faible qui a été retenue. Elle avait pour but plutôt de sensibiliser les techniciens et les élus à la collectivité et les porteurs de projets. Ce n'était pas extrêmement contraignant. Voilà. Donc, voilà, pour finir, écoutez, voilà, on est passé d'une image de la menace au rôle positif. Ça, c'est très clair. Depuis, on le voit, nous, dans nos services, avec les partenaires que vous êtes. On voit bien quand même qu'il y a une multiplication des pressions qui pèsent sur les écosystèmes. Donc, il faut qu'on y apporte des réponses pour que le bien-être et la santé puissent être maintenus. Et puis, voilà, l'idée, c'est de décliner une vision intégrée de la santé et de la biodiversité, de décloisonner les disciplines scientifiques et les politiques publiques, de considérer l'interdépendance entre la santé humaine, animale et le fonctionnement des écosystèmes. Alors voilà, avec des exemples agroécologiques, mais d'aménagement favorable à la santé, comme je viens de le présenter, et puis de faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs, au même titre que la santé publique. Voilà. Et puis moi, je trouve que ce webinaire, il répond bien à tout ça, il coche toutes les cases, il répond aux enjeux de la pluridisciplinarité, de la culturation mutuelle des acteurs dans plusieurs disciplines, et puis ça nous permet d'avoir des réflexions pour le réseau des acteurs régionaux, pour le PRSE 4, où on va essayer vraiment de structurer quelque chose avec tous les centres ressources et tous les contributeurs que vous êtes. Voilà, je vous remercie. Merci Thomas pour cette présentation très précise, très complète, avec des exemples régionaux et même au-delà de la région qui pourraient être inspirants pour nous. Et je note aussi cette notion d'alerte que vous avez notée là sur l'alerte à l'érosion de la biodiversité des écosystèmes, notamment là, dans votre exemple, l'écosystème marin qui aurait pu permettre d'éviter un impact sur la santé. Ok, donc il n'y a pas, Gunel, est-ce qu'on a des questions? Pas vraiment, je crois. Sinon, on pourra les aborder tout à l'heure. Sinon, il y a une question peut-être qu'on peut… Il se demandait si votre région était touchée par les tiques également. Ce n'est pas partie des régions les plus touchées. Et puis, j'ai envie de dire peut-être que là, le changement climatique, mais encore une fois, voilà, on manque encore de connaissances, puisque on va probablement aller quand même vers des sécheresses telles qu'on les voit un peu plus prononcées. Et ça, ce n'est pas favorable au développement des tiques. Voilà. En revanche, ce qui lui est favorable, c'est une température plus clémente dès le mois de mars, alors qu'il fallait attendre le mois de mai ou de juin pour qu'il se développe. Donc, voilà, j'ai envie de dire, on manque de données. On ne travaille peut-être pas assez avec les parcs, avec les forestiers, avec les gens qui sont dans cette activité forestière. Je pense qu'on manque aussi finalement de données et les médecins sont pas, enfin les professionnels de santé ne sont pas forcément sensibilisés. C'est des signaux qui peuvent passer un peu à côté. Donc là, il y a du travail encore à faire de décloisonnement et d'augmentation des connaissances. Merci Thomas. Une autre question du Parc national du Mercantour, de sa directrice. Y a-t-il d'ores et déjà des sujets où les bénéfices sont questionnés, par exemple le retour des zones humides et des moustiques?
Alors oui, tout à fait, les moustiques, c'est effectivement alors, en milieu urbain, alors ça va peut-être pas concerner beaucoup le parc, mais en milieu urbain, c'est la nature en ville, il faut vraiment, du coup, mettre une attention très, très forte sur le moustique tigre, hein, puisque on est dans la région où la dengue a circulé largement l'été dernier, hein, 70 cas environ. Donc en milieu urbain, il faut faire très attention sur le réseau d'eau pluviale et faire attention aux bassins, d'ornement, ça c'est quelque chose de très important. Et puis, dans les milieux naturels, je pense aussi, on a ce Waste Night avec, ces zones humides dans lesquelles, là, pour le coup, le moustique qui transmet le West Nile, donc qui n'est pas le même qui est un culex et qui n'est pas le moustique tigre, lui, effectivement, il va être plutôt à son aise dans la restauration des zones humides. Alors, si un écosystème et une chaîne se mettent en place, bah, finalement, il aura des prédateurs, mais voilà, il faut vraiment accompagner tout ça jusqu'au bout et ne pas laisser éventuellement des retenues qui pourraient échapper finalement au rôle de limitation de ces moustiques par le milieu aquatique. Merci pour ces réponses. Thomas, on pourra reprendre des questions à la fin. Donc, on va passer maintenant à la troisième et dernière présentation de la part de Alice Cucchiaro de l'Avitem sur le retour d'expérience sur le projet Resetas, qui est un projet européen Interreg Horizon Europe, si je m'abuse. C'est ça. J'aurais juste besoin que M. Margueron arrête ce partage de l'écran. Voilà, merci. Alors, oui, donc bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc, comme tu l'as bien dit, Frédéric, je vais vous parler du projet Resetas, qui est un projet de recherche-action du programme européen Horizon Europe. Et je suis ce projet pour le compte de Davitem, qui est un des 12 partenaires. L'intention du projet Resetas, c'est de repenser la nature en ville pour améliorer la santé et le bien-être des citadins. Et plus particulièrement, l'objectif, c'est de tester la prescription sociale fondée sur la nature. Donc, c'est un concept qui existe depuis plusieurs années dans les pays anglo-saxons et nordiques et qui vise à proposer des activités dans la nature et en groupe pour des personnes isolées ou impliquées dans un parcours de soins. Ces activités ont pour objectif de reconnecter donc le participant aux autres, mais aussi de lui faire profiter des bénéfices du contact avec la nature. Donc, ce type d'activité, on est en train de les tester dans 6 villes pilotes d'Europe et d'ailleurs. Et donc, pour cela, dans chaque ville, la première étape a été d'identifier des partenaires locaux en lien avec la nature en ville, ou bien des partenaires en lien avec le milieu socio-médical. Et ensuite, on a cherché à co-construire avec eux un menu d'activités qui pourrait être proposé dans la ville en question. Donc, vous avez un exemple de menu d'activité à gauche de votre écran. Donc, voilà, visite de parc, club de marche, jardinage. Voilà, donc chaque ville a fait le menu d'activité qu'il pouvait proposer. Et suite à cela, on a lancé l'expérimentation. Donc là, on est en pleine expérimentation. Donc, dans certaines villes, ce sont des études cliniques, c'est-à-dire avec un groupe contrôle qui va nous permettre d'obtenir des résultats scientifiquement solides. Et dans d'autres villes, dont Marseille, c'est des études d'observation, c'est-à-dire sans groupe contrôle. Mais du coup, en quoi consiste vraiment cette expérimentation? Donc, l'expérimentation consiste à proposer à un groupe de participants de se réunir toutes les semaines avec un facilitateur pour réaliser une activité du menu. Activité qui a été préalablement choisie par ce groupe. Donc, c'est vraiment le groupe qui décide quelle activité il va faire. Activité toujours en lien avec la nature. Pendant ces activités, au début de la séance et à la fin de la séance, on va collecter des informations. Mais alors, quelles informations nous intéressent exactement? Donc, j'y viens. Donc, c'est le premier questionnaire qui est proposé aux participants, cherche à mieux comprendre le lien entre la biodiversité de l'espace dans lequel l'activité a lieu, la durée et la fréquence du contact avec la nature des participants, mais aussi leur ressenti, leurs sentiments suite à ce contact avec ce type de nature. Donc, un premier élément qui est important pour des espaces naturels bénéfiques à la santé, et c'est pourquoi nous sommes là tous aujourd'hui, c'est la biodiversité. Donc, je dirais même plus que la biodiversité, c'est la biodiversité perçue par la personne qui est dans l'environnement.
Il y a déjà eu plusieurs études qui ont montré que les bénéfices sur la santé mentale sont multipliés lorsque les personnes perçoivent d'être dans un environnement riche en espèces naturelles, qu'elles soient végétales ou animales. Donc, dans le cadre de Recetas, nous allons collecter d'informations sur la biodiversité perçue à travers un échange avec des participants du type, selon vous, combien d'oiseaux y a-t-il dans cet environnement, dans quelle mesure l'environnement que vous avez visité est-il naturel, etc. Un autre moyen pour collecter ce type d'informations est de s'appuyer sur des illustrations comme vous voyez sur la gauche de l'écran, où on a un premier schéma où il n'y a que des plantations plutôt basses et dans le même ton de couleur, alors que le dernier schéma représente plusieurs hauteurs de végétation avec plusieurs couleurs, plusieurs formes. Et en réalité, c'est ce que le citadin va percevoir plus, enfin, au-delà de la biodiversité, c'est vraiment l'hétérogénéité paysagère. C'est-à-dire la différence visuelle entre les espèces, les variations de hauteur, de couleur, différentes périodes de floraison aussi. Donc, c'est cette hétérogénéité qui va au final permettre de penser des paysages naturels et bénéfiques à la santé de la personne qui fréquente cet espace. Le second élément pour des espaces naturels bénéfiques à la santé, c'est la durée et la fréquence du contact avec la nature. Donc, il y a plusieurs études qui sont sorties avec différentes recommandations. Certaines, c'était 20 minutes tous les jours. Une autre étude que je vous ai mise ici, c'est au moins 3 heures par semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé qui a émis une recommandation pour les villes. Donc, c'est avoir au moins 12 mètres carrés d'espace naturel par habitant à moins de 300 mètres ou à moins de 5 minutes à pied du domicile. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une recommandation sur l'accès à la nature. Et en effet, la durée et la fréquence du contact avec la nature est strictement liée à l'accès à la nature qu'on peut avoir. Donc, dans le cadre de Recetas, on va évaluer la durée et la fréquence du contact avec la nature, mais on va aussi évaluer la distance perçue, encore une fois, pour accéder à l'espace de nature en question. Parce que voilà, la distance subjective, ce n'est pas la même que celle que le citadin va percevoir pour aller dans son espace. Ce qui est important aussi pour maximiser le contact avec la nature, donc c'est de travailler sur cette facilité d'accès, mais c'est aussi de rendre visibles les espaces de nature déjà à disposition dans la ville. Parce que des fois, on peut ne pas être au courant qu'en fait, il y a un parc juste derrière chez nous parce qu'il est plus petit, que l'accès n'est pas bien visible. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est le développement des trames vertes et bleues, de plus en plus dans les agglomérations, les métropoles, les villes, qui peuvent permettre un contact avec la nature au moment d'un déplacement. Par exemple, imaginez une trame verte qui relie un quartier résidentiel avec un quartier où les gens travaillent. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser voilà, ce temps de déplacement pour être en contact avec la nature. Donc, ainsi, avec ces 3 catégories d'informations, biodiversité perçue, contact avec la nature et le ressenti des participants, on va pouvoir mieux comprendre ce lien entre les choses, sachant que notre hypothèse, c'est que, premièrement, la biodiversité doit être prise en compte pour penser les paysages, mais ensuite, le contact avec la nature, comment faciliter ce contact avec la nature, doit être pris en compte pour aménager ces paysages, ces espaces de nature. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir favoriser des services écosystémiques rendus par la nature et notamment les bénéfices sur la santé des citadins. Après, rapidement, le second focus du projet Recetas, c'est l'impact de la nature sur la santé sociale, sur la création de liens sociaux et ainsi d'amélioration de la santé et du bien-être du citadin. Donc, on va aussi s'intéresser à mieux comprendre l'impact de la nature sur le sentiment de solitude. Parce que comme vous avez déjà dû l'entendre, le Covid et les différents confinements ont permis de mettre en lumière l'importance du contact avec la nature, mais ça a aussi permis de mettre en lumière l'importance du lien social et le problème de la solitude dans notre pays. Solitude qui touche tous les âges, toutes les classes sociales et qui paradoxalement est très présent, énormément même présent parmi les citadins. La solitude, donc c'est vraiment un enjeu de santé publique parce que ça a un impact considérable sur notre santé mentale et physique. C'est un facteur de dépression, d'anxiété, risque cardiovasculaire. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, c'est une liste assez longue. Et donc, notre postulat sur Recetas, c'est de dire que la nature peut être un vecteur de lien social et par ce biais, améliorer la santé et le bien-être des citadins. Donc oui, la nature en ville, ce sont des espaces de rencontre, des espaces publics fréquentés pour ces déplacements,
pour des activités et pour que tous ces espaces en fait deviennent des lieux de rencontre propices à rompre l'isolement, il est important de penser le mobilier urbain et l'aménagement de nouveau de cet espace naturel. La nature en ville, c'est aussi des espaces où se construisent des projets avec l'autre. Je pense notamment au jardin partagé, où même si on a une parcelle individuelle, au bout d'un certain temps, on va lier avec son voisin, regarder ce qu'il a planté, échanger des trucs et astuces, et ainsi relier avec l'autre. Donc, la nature en ville, voilà, permet de construire un projet ensemble, aussi de faire du sport ensemble, et on peut aussi, à travers la co-concertation d'un espace de nature en ville, déjà recréer du lien dans un quartier. Donc, basé sur ce constat, on peut citer deux types d'interventions psychosociales. Donc, c'est des interventions qui sont assez diffuses dans les pays anglo-saxons. Il y a l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure, ou comment le fait de se dépasser, d'être dans un environnement naturel, de vivre une aventure, de devoir compter sur un groupe, va permettre de développer des aptitudes psychosociales et ensuite de mieux pouvoir se développer individuellement et aussi dans la société avec les autres. Donc, la prescription sociale fondée sur la nature, conseil qu'on utilise dans les CETA, s'appuie sur ces mêmes leviers d'action. Mais on va vraiment, pour la prescription sociale fondée sur la nature, essayer de comprendre comment les espaces de nature peuvent apporter une solution ou du moins être un support à une solution pour réduire la solitude en reconnectant les gens entre eux et à la nature en même temps. Et pour finir, au-delà du projet Recetas, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'impulser, d'amorcer une dynamique comme on peut l'avoir pendant ce webinaire, une dynamique de collaboration entre les acteurs de santé d'une part et ceux de la nature en ville. Et si je peux citer la coordinatrice scientifique du projet, Jill Litt, il faut construire le pont. Et je trouve que ça a été aussi bien mis en avant dans la présentation de Madame Lajolie avec le projet en Thaïlande, où justement les unités de santé primaire ont vraiment permis de faire ce pont entre acteurs de la santé et acteurs de l'environnement. Et enfin, un deuxième objectif pour nous, c'est aussi de proposer de nouveaux services et de nouvelles manières pour à la fois valoriser des espaces naturels et leurs bénéfices, et aussi montrer qu'ils sont utiles à la ville et aux personnes qui habitent la ville. Voilà, et juste pour finir vraiment, pour vous dire que pour l'expérimentation à Marseille, c'est APHM, les hôpitaux de Marseille, qui sont en charge de développer l'expérimentation à Marseille. Donc, n'hésitez pas à contacter Lucie, qui est chargée de projet pour l'APHM, ou moi-même, il n'y aura aucun problème. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Alice pour cette présentation sur la nature en ville et l'importance de la nature en ville qui complète bien les deux autres présentations et les bénéfices que cette nature en ville peut procurer aux citoyens. Gunel, on va prendre deux questions. Alors, il y a une seule question. Donc, c'était en fait une demande de précision sur la définition de la notion de contact avec la nature. Est-ce que c'est jardiner, randonner en colline, faire du vélo sur route hors de la ville, faire un pique-nique dans un parc urbain, regarder un paysage naturel? Eh bien, alors justement, il y a dans notre menu d'activités, on prévoit aussi des activités qui ne sont peut-être pas forcément dans la nature, mais qui sont par exemple une exposition avec des images de la nature. Parce qu'il y a eu des études qui ont montré que juste des images avec la nature, ça avait un impact bénéfique. Mais donc dans ce cas-là, on ne présente pas le questionnaire justement de contact à la nature. Après, ce qui est aussi intéressant dans ce projet, c'est qu'on est quand même sur 6 villes très différentes, dans des pays différents, des continents différents. Et donc, tout le monde n'a pas le même rapport, en fait, avec la nature. Et on ne va pas tous considérer de la même façon le contact avec la nature. Donc, c'est pour ça que c'est important faut vraiment que ça vienne d'un échange avec le participant pour nous-mêmes mieux comprendre ce qu'est pour eux le contact avec la nature. On a des nouvelles questions. Pouvez-vous préciser qui pourrait proposer à des habitants de suivre ces prescriptions sociales fondées sur la nature? Des médecins? Alors, donc dans les pays anglo-saxons où c'est une pratique qui est assez diffusée, ça peut être en effet le médecin qui va orienter le patient vers ce qu'on appelle un prescripteur social, qui va ensuite comprendre dans quel groupe insérer la personne, vers quel facilitateur d'orienter, vers quel type d'activité d'orienter. Donc voilà, ça peut partir du médecin. Nous, on pense que ce serait bien que les médecins aient conscience de ce type de solutions qui peuvent exister, et surtout que c'est le médecin qui est
mieux à même de comprendre quand une personne est dans une situation de souffrance par rapport à son isolement. Voilà, c'est aussi la bonne personne pour ça. Après, voilà, ça va être un long cheminement. Pour l'instant, c'est un des premiers projets, c'est assez précurseur en Europe d'avoir un projet de ce type. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Et une dernière question, avez-vous des références de bénéfices positifs quantifiés sur la santé? Même si on le sent bien, peut-on l'objectiver pour renforcer nos arguments sur l'intérêt des espaces de nature? Alors, l'objectif, justement, c'est ça, c'est d'avoir des résultats en fait, qui sont scientifiquement solides pour pouvoir appuyer justement l'importance de la nature en ville pour les citadins. Donc, pour l'instant, au niveau de ce que je sais, hein, c'est qu'il y a eu plusieurs études, plus d'observations. Et donc, il y a eu quelques quantifications, mais il n'y a pas eu d'études, on va dire, sur autant de sites en même temps avec des groupes contrôle. Donc, voilà, je ne peux pas, là, tout de suite, comme ça, vous dire des résultats, mais peut-être que M. Margueron, lui, peut donner quelques Oui, résultats. oui, il y a quand même de la littérature qui existe, hein. Le CRES, notamment, et l'ORS sont chargés de, voilà, de faire une revue de littérature et de nous mettre ça à disposition. Je dis parce que le CRES et l'ORS vont dans le cadre de l'AMI, hein, l'appel à manifestation d'intérêt qui est en cours, hein, qui est proposé donc aux collectivités, particulièrement pour de l'urbanisme favorable à la santé, mais urbanisme avec éventuellement des projets tels que je l'ai présenté, hein, sur de la nature en ville ou sur de l'aménagement du territoire en milieu rural. On va avoir ces deux centres ressources qui vont être en capacité d'accompagner les collectivités et de pouvoir présenter ce qu'on appelle, nous, en santé, des données probantes. C'est-à-dire, et il y a tout un tas de choses maintenant dans la littérature qui montrent que voilà, des patients qui sont du côté du jardin, finalement, se remettent beaucoup plus vite que des patients dans un hôpital qui sont côté court. On a vraiment des données qui commencent à arriver, et sur notamment la pratique de l'activité physique, dont on sait qu'elle est un déterminant très important de la santé, majeur de la santé, le fait de pouvoir effectivement, comme vous l'avez décrit, du coup, Alice, avoir accès à ces endroits-là permet aussi, du coup, de faire cette activité. Enfin, il y a tout un tas de littérature, d'études qui arrivent, qui sont là, peut-être mal exploitées, mais en tout cas, voilà, les deux centres ressources en question de PACA doivent être en capacité de les fournir et de les apporter aux collectivités. Voilà, j'en profite, hein, pour dire que cet AMI est ouvert, que vous pouvez encore, même si vous avez quelques idées qui ne sont pas encore matures, prendre contact avec l'ARS, la DREAL ou la région pour qu'on essaye de voir si une étude d'évaluation d'impact sur la santé est opportune dans votre situation d'aménagement du territoire. Merci pour ces réponses. Il y a quelques remarques dans le chat, donc je vous incite à en prendre connaissance. Alice, je vais récupérer le partage d'écran pour conclure le webinaire, puisqu'il est 14 h, et vous faire un petit topo sur la bibliographie qu'on a préparée, vraiment une bibliographie assez brève, qu'on pourra compléter pour la mettre à disposition dans le partage sur le site de la RBE. Donc déjà, premièrement, Alice, tu en as parlé, les contacts. Donc je vous ai mis là, et vous le retrouvez dans le diaporama qui sera mis à disposition, les contacts mail de chacun des intervenants, et on a rajouté aussi le contact dans le cadre du projet Recetas, les contacts à la PHM des différents référents, le contact de Gunel et moi-même à la RBE pour en savoir plus, et enfin, comme je le disais, quelques ressources documentaires. Donc déjà le portail de l'ARS avec la rubrique activités en santé et environnement, qui est très intéressant. Ça a été cité à plusieurs reprises, notamment par Thomas, le comité régional d'éducation pour la santé, le CRES, qui c'est vraiment une mine d'informations par rapport à cette thématique santé environnementale, avec notamment le fil d'information en santé environnementale, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Aussi le portail Célestaire, Construisons ensemble l'environnement et la santé des territoires,
qui est dédié un peu plus aux collectivités avec des retours d'expérience et des vidéos aussi inspirantes. La Vitem, on en a parlé avec le projet Recetas, un travail qui a été fait, réalisé l'année passée, et une note concernant la biodiversité et santé humaine qu'un lien réalisé par l'ORS, Observatoire régional de la santé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi avec l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Observatoire régional de la biodiversité que pilote la RBE. Donc, cette note est disponible en ligne. Le travail aussi réalisé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, notamment pendant et après le Covid, sur les enjeux de la biodiversité et santé, et notamment aussi un zoom sur biodiversité et épidémie, avec 22 fiches sur la biodiversité et les épidémies. 22 fiches thématiques, l'OFB, le portail de l'Office français de la biodiversité aussi, qui est assez bien fait sur la biodiversité, l'assurance santé, un travail aussi assez récent de l'Observatoire régional de la santé et de l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, donc notre pendant, on va dire, en Île-de-France, sur santé et biodiversité, enjeux pour une approche intégrée en Île-de-France. À noter aussi le travail de l'association Biodiversanté qui travaille notamment avec les établissements hospitaliers et avec lequel on a travaillé pour la réalisation d'une exposition, et vous voyez derrière moi un extrait, enfin un petit aperçu de cette exposition. C'est un travail dans le cadre du REN et financé par l'OFB sur l'approche espace naturel protégé et santé, puisque cette exposition sera proposée à plusieurs dizaines d'établissements hospitaliers en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour mettre à disposition cette exposition escapade émotionnelle dans les couloirs ou les zones d'accueil, les salles d'attente des hôpitaux, pour faire découvrir la biodiversité en région avec des paysages ou des espèces emblématiques, faune, flore. Et enfin, le travail de plantécité réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat à l'université d'Angers, je crois. C'est avec une synthèse des recherches internationales et leviers d'action pour concevoir et entretenir des espaces de nature en ville favorables à la santé. Et enfin, s'il n'y a pas de questions, il y a beaucoup de questions, donc on va en prendre peut-être après, mais je tenais à citer aussi le travail en cours d'élaboration au niveau de la stratégie régionale pour la biodiversité. Claire en a parlé un peu dans sa présentation. La SRB, donc pilotée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, est en cours d'élaboration, et pour la première fois, ce thème de santé et biodiversité est abordé directement parmi les autres thématiques dans cette stratégie régionale, donc, qui est en cours d'élaboration, et il y a déjà eu une phase de concertation du diagnostic qui va être remis en concertation et à élaborer cette stratégie pour la fin de l'année 2023. Gunel, est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors, il n'y a pas vraiment de questions, plutôt des remarques, mais sinon, juste une information de Jean-François Denise, donc de l'association Biodiversanté, qui indique que le film La Fabrique des pandémies est encore diffusé, et qu'il avait déjà été diffusé d'ailleurs au CHU de Nice, et qui prévoit de faire une nouvelle diffusion dans un lieu de santé en PACA prochainement. Voilà, donc après, pas plus de questions. Ok, donc merci à tous les participants, et merci en particulier aux intervenants et à Gunel. Donc voilà, merci pour cette participation à ce webinaire, et je conclue en disant que le prochain webinaire 1 heure pour comprendre et agir aura lieu donc le 27 juin, pour rappel, et concernera l'indice région vivante biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Où en est-on? Donc, rendez-vous sur le site de la RBE pour vous y inscrire. Merci et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.